Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre émission vers 2020, donc sur Média France TV. On s'excuse tout en premier parce qu'en fait on n'a pas pu faire d'émission parce qu'en fait il y avait un problème d'organisation au niveau de la structure. Donc pendant 2 semaines, voici, on est revenu. Donc à côté de moi, auprès de moi, toujours fidèle au poste, Mohamed Chavouch. Bonsoir. Merci de ta présence, Mohamed. Et donc ce soir, nous allons avoir notre invité qui est Abdelaziz Chambi, qui est le président fondateur de l'association CRI. De toute façon, il va nous présenter son association, ce qu'il fait. Donc, sans perdre trop de temps, nous allons tout de suite l'avoir en ligne. Donc, on va demander à notre régie de nous communiquer. Bonsoir Abdelaziz. Bonsoir. Vous m'entendez? Alaykoum salam. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes quelqu'un, donc je vais y aller très rapidement et puis vous allez vous présenter en détail. Vous êtes un grand militant. Vous êtes président fondateur actuel de votre association qui est CRI, que vous allez expliquer. Et vous avez une très bonne expérience sur le terrain. Alors, je vous laisse vous présenter votre association, s'il vous plaît. Alors oui, je suis Abdelaziz Chambi, je milite, enfin je ne suis pas un grand militant, je suis un militant tout court. Militant, ça suffit. J'essaie d'être à la hauteur de mes responsabilités, de mes engagements et des attentes des gens auprès de qui je milite. Je commence à militer il y a quelques années déjà, enfin en 1976. J'ai milité pour le droit des travailleurs immigrés, entre autres, contre le racisme, etc. Et en accompagnement de mon père et de ses collègues de travail à l'époque, travailleurs immigrés. Et bon, j'ai cheminé petit à petit. En 79, donc je suis arrivé dans la dynamique musulmane, je dirais, et j'ai créé un certain nombre d'associations d'obédience musulmane, dont l'association des musulmans de Benin en Ardèche. De l'association Pardon? Non, je vous en prie. Continuez. Donc, après à Lyon, en 86, on a créé l'Union des jeunes musulmans. Puis quelques temps plus tard, le collectif des musulmans de France. Puis il y a la dynamique présence musulmane autour de Tariq Ramadan, dont on parle pas mal en ce moment. Et en 2008, j'ai créé, enfin, entre-temps, il y a eu Diversité. En 96, on a créé un collectif qui s'appelle Diversité, qui regroupait des musulmans et des non-musulmans pour lutter pour la justice et pour le droit. Et en 2008, devant les difficultés croissantes, devant l'augmentation des actes d'islamophobie, et devant l'incapacité des victimes et des défenseurs de droits à prendre à bras le corps ce vrai problème, c'est pas un problème réel que certains occultent ou essayent de minimiser ou de dénier, on a créé la coordination contre le racisme et l'islamophobie, qu'on appelle CRI. En 2008, alors je dis brièvement de quoi il s'agit, c'était une dame qui était divorcée, qui avait 5 enfants et qui avait été refusée, qui est palestinienne d'origine, et qui porte le foulard et qu'on a refusé dans le cadre d'une formation. Ingreta, l'établissement de la région lyonnaise, l'avait refusé parce qu'elle portait le foulard. Donc on a dit c'est pas possible, on ne peut pas laisser quelqu'un dans le désarroi à ce point. Et bon, moi j'avais lancé un appel sur Lyon, il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu. On a créé la coordination contre le racisme et l'islamophobie, dont l'objectif principal est de politiser le combat contre l'islamophobie. Parce qu'il existait d'autres structures, dont le CCIF par exemple, qui faisaient un travail de statistique, un travail juridique qui était très, très intéressant, mais qui n'était pas suffisant. Pour la simple raison que lorsque le système fabrique de la discrimination, il faut s'en prendre au système lui-même. Ce n'est pas en essayant de réparer les injustices du système qu'on va changer les choses. Parce que le système, tant qu'on le laisse produire de l'injustice, il va continuer à les produire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une sorte d'islamophobie systémique qui consiste à criminaliser le musulman, à le rejeter, que ce soit dans l'espace d'éducation, l'espace du travail, l'espace des loisirs, l'espace de... un peu partout. Politique aussi, hein? Pardon? Politique aussi. Politique, bien sûr, politique, parce que nous, c'est ce qu'on a dit. Donc on a dit, pour nous, l'islamophobie, elle doit se combattre juridiquement, certainement, mais c'est surtout médiatiquement, politiquement, et on va même plus loin, nous on dit da'watiquement, pour parler avec un terme arabe, on dit pédagogiquement. C'est-à-dire qu'on doit expliquer ce que c'est que le véritable visage de l'islam, pour éviter aux gens de fantasmer et de dire « Ah, l'islam c'est égal au terrorisme ». Eh bien non, l'islam c'est égal à, par exemple, on a fait le 8 mars, plusieurs années de suite, Journée internationale des droits des femmes, on est allé sur la place Delcourt à Lyon, grande place,
on a offert une rose avec un verset du Coran et avec une tradition prophétique qui recommande et qui explique la place de la femme dans l'islam. Et bien on s'est rendu compte que c'était un travail extraordinaire parce que ça cassait les préjugés. Et que c'est ça qui était beaucoup plus efficace que de faire un procès à tel raciste, etc. Parce qu'on n'a pas fait de pédagogie. Le raciste, on va lui donner un coup de bâton, l'islamophobe, il va prendre un coup de bâton peut-être grâce à la justice, une amende ou du sursis ou je ne sais quoi, mais il n'aura pas compris qu'est-ce que c'est qui lui fait peur ou qu'est-ce que c'est qu'il rejette à ce point. Donc il y a un travail pédagogique et surtout, alors là pour nous c'est la clé de voûte, c'est l'engagement politique. De la même façon que des hommes et femmes politiques, dont Manuel Valls aujourd'hui par exemple, essaye de se refaire une santé politique. C'est quelqu'un qui est tombé dans les oubliettes de l'histoire, il essaye de ressortir du puits grâce à l'islamophobie. C'est quand même hallucinant. C'est un bonhomme qui a failli être rejeté. D'ailleurs, on attend la décision du tribunal par rapport aux élections qui auraient été un peu truquées. Mais c'est quelqu'un qui était balayé par l'histoire. Et en ce moment, il essaye de revenir grâce à la tribune qu'il a à l'Assemblée nationale, en criminalisant les musulmans, les islamo-gauchistes, etc., etc. Donc on sent qu'il y a un fonds de commerce politique qui est utilisé par des hommes et des femmes politiques, médiatiques, des intellectuels, et que nous, on doit aller sur le même champ qu'eux pour justement remédier à cette difficulté. Si nous ne prenons pas le pouvoir politique, si nous n'en allons pas sur le champ politique, eh bien, on ne changera pas grand-chose. Parce que ces gens-là, beaucoup d'entre eux ont fait leur vie politique, ont fait leur carrière sur la criminalisation de l'islam et des musulmans. Donc nous, on doit les contrer avec les mêmes armes et sur le même terrain. Parce que si on se contente de faire du juridique, on peut le faire pendant 150 ans. Si on ne s'attaque pas à la source du problème, eh bien, les choses vont continuer. Donc c'est pour ça qu'on a créé effectivement le CRI, et on a démontré avec des actions symboliques fortes qu'on pouvait faire reculer l'État quand il s'agit de discrimination à caractère islamophobe. On l'a démontré avec l'affaire des enfants de Sakni qui ont été enlevés, qu'on a pu faire ramener, au bout d'une semaine, le bébé était revenu à sa mère, et au bout d'un mois, tous les enfants étaient revenus à la maison. Alors que si on avait suivi le parcours classique, c'est-à-dire le parcours du droit, le parcours juridique, on en aurait encore pour peut-être 10 ans, et on n'aurait peut-être jamais récupéré les enfants, parce que au bout de quelques temps, la justice vous dit, enfin, l'aide sociale à l'enfance, les juges des enfants vous disent, ah ben les enfants ils se sont habitués à la famille d'accueil, ils se sont habitués au centre dans lequel on les a placés, donc il est difficile maintenant de les retirer pour remettre à leurs parents, ça va créer des troubles psychologiques, affectifs, etc. Donc les enfants ils restent là-dedans. Et on le voit tous les jours, il y a aujourd'hui des enfants de familles musulmanes qui sont enlevés, qui sont placés dans des institutions par des décisions politiques, par des décisions à caractère islamophobe. Donc voilà, je me suis peut-être étendu un peu trop sur ça. Non. Mais voilà, pour nous, on est persuadés, on a eu les preuves. Je vous donne un autre exemple. Lorsqu'un ministère de l'Éducation nationale couvre un recteur de l'Académie de Poitiers qui décide de faire un PowerPoint, c'est-à-dire un questionnaire avec des thèmes pour, soi-disant, lutter contre la radicalisation, et que ce questionnaire s'assimile à un véritable fichage à la Vichy d'enfants musulmans, en disant s'il porte un pantalon court, s'il a de la barbe, s'il a une trace sur le front, s'il parle de la Palestine, s'il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il parle de l'islam. Donc tout ça, ce sont des critères de radicalisation, il faut le signaler. C'est un truc hallucinant. Donc nous, on s'est saisi de l'affaire, on a saisi le tribunal, on a pris un avocat, on a saisi le tribunal, donc on a fait reculer l'administration qui a dit « Ah ben non, c'est un document qui était juste à circulation interne, il n'avait pas vocation à être diffusé, etc. » Et on a eu la preuve que c'était le ministère de l'Éducation nationale qui était derrière, puisque Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre à l'époque, avait dit « Oui, le PowerPoint, il le faut, il y a peut-être des formulations qui étaient un peu maladroites. » Donc ça veut dire que l'État lui-même fabrique des outils de discrimination, de stigmatisation des musulmans. Donc c'est pour ça que nous, on appelle l'islamophobie d'État. On dit qu'il y a une islamophobie d'État. D'ailleurs, c'est ce qui m'a valu d'avoir une fiche S. Parce que j'ai rencontré le directeur du préfet il y a quelque temps pour contester cette fiche S. Et il m'a dit, ouais, mais vous dites que la République est islamophobe. Et je lui ai cité, entre autres exemples, l'exemple de Poitiers. Ou l'exemple d'ailleurs de chez vous, de Strasbourg, de la préfecture qui fait un interrogatoire à une famille qui demande la nationalité française. Et si vous voyez le type de questions qui sont posées par les fonctionnaires à cette famille, c'est hallucinant. C'est de l'ordre de comment avez-vous connu votre femme, lorsque vous recevez des invités, est-ce que votre femme mange avec vous ou elle mange toute seule, est-ce que vous faites la prière du vendredi, enfin, des choses normales, des questions inquisitrices, des choses qui vont dans l'intimité des gens. Et que si on faisait ça à quelqu'un d'autre d'une autre confession, on verrait le ciel qui tomberait sur la terre.
Alors que là, on l'a fait à des musulmans, ben ça passe comme une lettre à la poste. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est en ce sens qu'on dit, le combat contre l'islamophobie, il doit être politique. Si demain nous avons des députés, si demain nous avons des sénateurs, si demain nous avons des responsables au niveau des institutions, au niveau des tribunaux, des cours d'appel, des cours d'assises, des conseils d'État, etc., eh bien peut-être que les choses seront traitées différemment. Parce qu'on n'osera pas nous utiliser comme un fonds de commerce, comme un tremplin pour faire des carrières politiques ou pour devenir un intellectuel ou une personnalité médiatique qui a de l'audience. Monsieur Janvier, quel est l'objectif de ces attaques envers ces gens qui essayent, par exemple comme vous, à travers CRI, qui essayez d'apporter davantage de liberté ou, comment on peut dire, de démocratie ou de couleur sur le plan politique ou sur le plan social de la France? Pourquoi les dirigeants actuels ou les différents partis politiques sont contre? Pourquoi ils sont en train d'attaquer des gens comme vous qui n'ont pas de lien, donc vous n'êtes pas adhéré à une autre association, une fédération qui est en dehors de la France, hein, CRI. Je n'ai aucun lien avec l'étranger, je n'ai aucun lien avec des organisations étrangères ou radicales ou quelconques. Mais le problème, moi je me l'explique par deux choses. La première, c'est que depuis les 40 dernières années, depuis en particulier la marche pour l'égalité des droits contre le racisme de 1983, à laquelle j'ai participé à travers un comité d'organisation dans l'Ardèche, on a été trompé, on a été, dépossédé d'une expression politique. En 83, lorsqu'il y a eu la marche, lorsqu'il y a eu ce mouvement de contestation, c'était dans l'espoir de dire on veut les mêmes droits que les autres citoyens. Et on veut que l'État lutte réellement contre le racisme. On s'est rendu compte que ce combat-là, il a été dévitalisé. Le Parti Socialiste avait créé le SOS Racisme, entre autres, et ils ont dévitalisé ce combat politique en nous mettant dans une forme d'assistanat, en disant « touche pas à mon pote ». D'ailleurs, la petite main jaune, pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes, c'était de dire moi je vais défendre mon pote. Mon pote c'est un handicapé, ou c'est une personne mineure, ou c'est quelqu'un d'incapable, c'est moi qui vais le défendre. Donc il n'y a pas plus paternaliste que cette image-là. C'est-à-dire qu'on nous a infantilisés, on nous a mis dans une situation inférieure, en faisant croire qu'on n'était pas capable de nous défendre nous-mêmes. Donc ce regard-là, paternaliste, condescendant, est resté et a été entretenu par les médias, par les partis socialistes. Et on a donné un gadget aux gens issus de l'immigration. On leur a donné la vie associative. On leur a donné un peu de subventions, le ministère du Temps Libre à l'époque, en disant bah, écoutez, on va vous donner un peu d'argent, faites des activités occupationnelles, faites de l'animation de quartier, faites des tournois de foot, et nous, on va s'occuper des restes. Et effectivement, on s'est rendu compte que des gens qui étaient de ma génération, par exemple, de la génération des marcheurs, eux sont devenus députés, sénateurs, responsables d'institutions, etc., etc. Et nous, on est restés dans les quartiers à essayer de survivre, à essayer de végéter. Et je donne une information, peut-être que vos auditeurs ne connaissent pas. En 81, quand la gauche est arrivée au pouvoir, ils ont décidé en 83 de former 400 animateurs professionnels dans les quartiers en les formant au DEFA, au diplôme d'État aux fonctions d'animateur. C'est équivalent à éducateur spécialisé, assistante sociale. Et celui qui a le DEFA, parce que moi je suis passé par ce cursus, donc j'ai un DEFA entre autres, c'est quelqu'un qui est capable de devenir un animateur, un formateur, un éducateur à la citoyenneté. C'est quelqu'un qui est capable de faire de l'éducation populaire. C'est quelqu'un qui est capable de transformer le visage sociopolitique, culturel d'une ville. Et ils ont compris que c'était trop dangereux pour eux. Et ils ont annulé tout de suite, après la première année, ils ont annulé la formation du DEFA. Et parce qu'ils ne voulaient pas former des gens des quartiers, issus de l'immigration en particulier, à connaître le rouage du système. Monsieur Chambé, pendant une période, surtout quand les socialistes étaient au pouvoir, on incitait, donc on aimait bien les gens comme vous, qui incitent les jeunes de l'issue de l'immigration pour inciter aux jeunes à aller voter, donc avoir une vie politique. Pourquoi soudainement, dès que des militants comme vous ont commencé à se mobiliser, pourquoi on les freine? Est-ce qu'on voulait déjà, dès le départ, on n'en voulait pas? Non, mais je vous précise, si, on en veut comme des porteurs des colleurs d'affiches, oui, comme des distributeurs de tracts, comme des rabatteurs, comme des candidats à Libye. Par exemple, quand on met une Fadela Amara comme secrétaire d'État,
l'idée c'est de dire, ah ben, écoutez, ramenez tous vos Arabes, ramenez tous les gens de quartier, au passage criminalisez les barbus, les islamistes, etc., et les musulmans, etc., et on va vous donner une petite tribune. Mais en général, tous les gens qui sont rentrés dans les partis classiques ces 30 dernières années ont été des candidats alibis, ont été pris pour le casting, ont été pris pour qu'on dise, ah, vous voyez, on a un arabe, on a un musulman, on a un turc, on a une beurre. D'ailleurs, c'est M. Sarkozy lui-même qui, à l'époque, avait nommé un préfet et qui avait dit, j'ai nommé un préfet musulman. Mais on s'en fout qu'il soit musulman, chrétien, juif ou athée, moi, c'est pas mon Un politicien, c'est un politicien. Hein. Je veux que ce soit un préfet qui fasse son travail comme il faut. Mais pourquoi il a dit ça? C'était un clin d'œil au communautarisme, alors dont on nous insulte après. On dit, attendez, vous êtes des communautaristes. C'est pas vrai. Le président de la République nomme un préfet et elle appelle le musulman. Alors, et quand on a compris justement qu'il y avait une arnaque, une escroquerie, une entourloupe politique, et qu'on a voulu créer nos partis politiques, on nous a diabolisés. Nous, on a créé un parti qui s'appelle le Forum social des quartiers populaires. Il y a quelques années, on l'a déclaré, on a créé une association de financement, on a fixé un certain nombre d'objectifs, etc., et un programme, et on n'a pas pu émerger sur la scène politique parce que tout est fait pour nous empêcher justement d'émerger. On veut bien, en France, vous donner la place voilà, de l'arabe de service, du musulman de service. Demain, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils prennent même des femmes voilées pour les intégrer dans les partis politiques pour dire, vous voyez, on n'est pas islamophobe, on a même une femme voilée que dans notre parti. Ils sont capables de faire ça. Mais moi, je dis attention, ne tombons pas dans le panneau. Et aujourd'hui, quand moi je tiens un discours comme ça, je deviens dangereux, je deviens gênant. Je ne suis pas le seul à tenir, et Dieu merci, on est quelques-uns en France à tenir ce discours de l'émancipation, un discours de la responsabilité, un discours de l'engagement autonome. Et quand vous dites ce discours-là, vous devenez dangereux. Parce que vous remettez en cause l'ordre établi par le système et les rapports de domination qui ont été établis par le système. Alors, rassurez-nous, M. Jambier, que vous n'êtes pas dangereux. Vous êtes là uniquement pour augmenter le niveau politique de la France. Parce qu'en fait, la diversité, il n'y a pas que les Maghrébins ou les gens originaires de la Turquie qui sont présents sur ce territoire. Nous avons Manuel Valls qui a les origines d'ailleurs, M. Sarkozy également, et il y en a d'autres. Donc, il y a pas mal de communautés qui ont su... Tout à fait. Nous, ce qu'on voudrait justement, c'est faire en sorte qu'aujourd'hui, Mehmet ou Fatima ou Abdel ou Mamadou, ils puissent arriver au même parcours, à la même réussite politique qu'un Manuel Valls ou qu'un Sarkozy, parce qu'on a quelque chose de plus. Nous, on a vécu des choses que Manuel Valls ou Sarkozy n'ont pas vécues. On a vécu la colonisation, on a vécu les 30 années de l'immigration, on a vécu la misère dans nos quartiers, on a vécu l'injustice, on a vécu des situations dont on connaît les tenants et les aboutissants. Si quelqu'un, par exemple, qui a vécu une difficulté liée, par exemple, à sa conviction religieuse ou à sa couleur de peau, eh ben, il va tout faire pour mettre en place des dispositifs pour protéger les autres populations vulnérables. Quelqu'un qui ne l'a pas vécu ne peut pas savoir ce que c'est. Il y a un proverbe arabe qui dit « ne sent la braise que celui qui marche dessus ». C'est vrai. Nous, on sait ce que c'est d'être stigmatisé, d'être diabolisé, d'être ostracisé, d'être victime de discrimination, de préjugés. Eh ben, si quelqu'un de nous demain a le pouvoir dans une institution quelconque, eh ben, il va tout faire pour éviter de reproduire ce qu'il lui-même a vécu. Parce que c'est dans nos valeurs, c'est dans nos gènes, c'est dans nos cultures, c'est dans nos principes. Moi, en tout cas, en tant que musulman, si demain j'ai une possibilité de faire quelque chose, c'est dans le bien de toute l'humanité. C'est pas spécialement parce que voilà. Donc aujourd'hui, comme il y a du clientélisme, comme il y a du clanisme, comme il y a une forme d'endogamie dans la classe politique qui reste entre eux, entre blancs, entre gens aisés, etc. Vous regardez le taux de gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont issus des couches défavorisées, vous n'allez pas trouver grand monde, vous n'avez même pas 5% de gens issus des classes laborieuses. Donc, eux, ils pensent qu'on est dangereux, mais en fait, on n'est pas dangereux, on est utile. Moi, je dis, on devrait même, nous, l'État, enfin, la République, devrait même encourager des gens comme nous pour dire, vous faites un travail d'intérêt public. Parce que vous essayez de permettre aux gens de s'émanciper, de devenir autonomes, de devenir des citoyens responsables. J'aimerais revenir sur un sujet, M. Jambier, qui vous concerne. Donc, vous avez eu déjà un procès, donc l'histoire du fichier S, où vous étiez acquitté. Et donc, il y a de nouveau des retours sur ce procès. Vous pouvez parler. Donc, il y a deux choses. La fiche S, c'est une fiche qu'on m'a collée
parce que voilà, quand je manifeste, je dis des choses qui dérangent, mais il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de dangereux. Je dis dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie, je m'exprime. Je donne mon point de vue sur la politique, par exemple, de l'État français en ce qui concerne les minorités, en ce qui concerne les quartiers, en ce qui concerne les guerres qui sont menées à l'étranger, etc. Donc celle-là, ça m'a valu une fiche S qui a été enlevée, qui a été remise, etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais j'ai été traîné au tribunal au mois de février. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Excusez-moi. Donc, je disais que lorsqu'on a défendu les enfants de Sakni qui ont été enlevés à leurs parents, on a eu gain de cause. Effectivement, les enfants sont revenus. Et donc, j'ai été convoqué 2 ans après au tribunal, donc 2017, alors que les affaires c'était 2015. On m'a dit, oui, vous avez menacé un fonctionnaire. J'ai dit, qui? J'ai dit, j'ai menacé personne, je n'ai rencontré personne. Et après, ils ont transformé l'accusation en outrage à fonctionnaire. J'ai dit, mais je n'ai rencontré aucun fonctionnaire. Dites-moi qui j'aurais outragé, qui j'aurais injurié, qui j'aurais menacé. Mais il n'y avait personne. Donc, je suis quand même passé au tribunal. Et l'avocat, donc Maître Gilles Devers, qui m'a assisté, a fait une véritable démonstration de droit et de bon sens. Et donc, j'ai été relaxé. Et donc, 1 an après, donc là, dernièrement, au mois de septembre, j'arrive et on me dit, au mois d'octobre, on me dit, bah ouais, écoutez, vous êtes reconvoqué à la cour d'appel de Grenoble. Le procureur de la République a fait appel de la décision de me relaxer. Alors que les fonctionnaires concernés n'ont pas déposé plainte, n'ont pas poursuivi. La partie adverse n'a pas attaqué, quoi. La partie adverse était absente, elle n'a pas attaqué, elle n'a pas envoyé un avocat pour m'incriminer. Donc c'est bien un procès politique, c'est l'État, c'est le procureur qui représente le ministère de la Justice, qui décide de faire appel de ma libération, de ma relaxe. Donc ça démontre bien que l'État veut museler des militants qui osent dire des choses que d'autres personnes ne peuvent pas dire. Quand vous travaillez dans une administration, par exemple, vous ne pouvez pas dire. Aujourd'hui, on arrive même à un stade où les gens cachent leurs convictions religieuses. Vous savez qu'en région Rhône-Alpes, par exemple, l'ancien préfet, M. Carinco, qui est aujourd'hui sur Paris, avait demandé au service de police de lui ramener les noms de tous les fonctionnaires du conseil régional Rhône-Alpes et de la ville de Lyon qui avaient des dérogations alimentaires ou qui s'absentaient certains jours de la semaine. Suivez mon regard. C'est-à-dire les musulmans qui s'absentent pour la prière du vendredi et ceux qui demandent des repas sans viande de porc. Donc vous voyez, et ça, c'est un fichage inadmissible. Et le préfet, il avait dit non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est un fonctionnaire qui a fait ça de sa propre initiative. Or, le Canard enchaîné a sorti la lettre, la lettre tapée, signée du préfet de région qui donnait la consigne au service de police. Donc ça encore, c'est une preuve de plus qu'il y a une volonté de criminalisation de la part de l'État. Et le préfet, c'est le représentant de l'État. Donc quand le procureur fait appel de ma décision, c'est une décision de l'État qui vise à vouloir faire taire Abdelaziz Chambi, mais derrière lui, des milliers d'autres Abdelaziz qui demain vont se lever pour parler d'égalité de justice, d'égalité de droit et d'égalité de traitement. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est tenter de me faire taire pour dissuader d'autres. Mais j'espère, en tout cas, et je le dis aux plus jeunes et aux moins jeunes, ne vous laissez pas faire, bagarrez-vous, levez-vous, formez-vous, engagez-vous, devenez des citoyens responsables, devenez des hommes et femmes politiques, prenez vos responsabilités, à commencer par le plus bas échelon, qui est la municipalité, qui est votre quartier, qui est votre ville, qui est votre commune. Prenez vos responsabilités, 2020 c'est bientôt, préparez-vous, formez-vous, renseignez-vous, faites des propositions déjà, étudiez les propositions que vous allez faire si demain vous êtes au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tout à l'heure, on a oublié de parler quand même de l'expérience qui était très intéressante avec le PEJ, Parti Égalité Justice, dans laquelle CRI s'est investi. Nous, on s'est investi en tant que CRI. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que l'islamophobie se combat politiquement et en même temps ne pas aller sur le champ politique. Donc l'opportunité s'est présentée. Nous, ça fait, moi, 42 ans que je milite. Je n'ai pas vu une initiative comme celle du PEJ qui rassemble 50 circonscriptions, 50 candidats 52, dans oui. 50 circonscriptions. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a eu des tentatives. Il y a eu des circonscriptions dans lesquelles on s'est investi à quelques unités. Mais là, pour une première fois, pour un parti jeune qui a 3 ans d'âge, c'était prometteur, et c'est à encourager. Et pour consolider. Pardon, je me suis. Justement, M. Chambi, le Parti Égalité et Justice a subi
pas mal de discrimination aussi à ce niveau-là. Donc, on leur a donné des étiquettes comme quoi ils étaient dirigés par Erdogan de Turquie. On parlait d'un parti politique communautariste, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un scandale, c'est une honte. C'est quelque chose qui est révoltant pour la simple raison que la France elle-même, avec ses hommes politiques, ses médias, ses intellectuels qui jettent la pierre au PEJ, entre autres, et à nous, parce que nous aussi on a des militants et militantes qui ont été criminalisés en disant ouais, qu'est-ce que vous faites avec les Turcs, etc. D'abord, pour moi, ce n'est pas des Turcs, c'est des citoyens français. Qu'ils soient d'origine turque, d'origine arménienne, d'origine grecque, d'origine russe, c'est pas mon problème. Ça, chacun, il a ses origines. Quand on fait l'historique d'origine des Français, on va trouver plus de 20 millions que des origines étrangères. C'est pas la question, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, ce qui est choquant et ce qui est révoltant, c'est que moi je suis d'origine tunisienne, par exemple. J'étais en Tunisie, je suis resté pendant 3 mois, j'ai observé quelque chose. Vous avez l'ambassadeur de France, M. Pauvre d'Arvor, qui est là-bas, qui sillonne toute la Tunisie, qui s'ingère dans la vie politique de la Tunisie, qui arrive même à mettre son nez dans des décisions de région, de conseil régional, pour traiter de telle activité avec telle entreprise, en disant ben non, il ne faut pas traiter avec telle entreprise, il faut traiter avec telle autre. Et c'est quelqu'un qui lance une campagne dans tous les médias tunisiens en disant je m'exprime en français, et vous avez des médias comme, on dirait TF1 ou France 2, plutôt France 2, des chaînes nationales, qui se mettent à parler en français. Vous avez des clips, vous avez des séances de publicité dans les télévisions tunisiennes nationales, en français, en pur français, alors qu'il y a des gens dans le pays qui ne comprennent pas le français. Donc quand on veut donner des leçons, on commence à balayer devant sa porte. On ne vient pas faire de l'ingérence dans la Tunisie, par exemple au Maroc ou ailleurs, ou ce qui s'est passé en Libye. On a vu ce qui s'est passé en Libye. Qu'est-ce qu'a fait la France en Libye? Elle a déclenché une guerre, elle a détruit un pays, elle a écroulé un pays, elle a fait multiplier le nombre de terroristes dans ce pays, et elle vient donner des leçons parce qu'il y a des gens qui auraient de la sympathie pour Erdogan. Moi j'ai de la sympathie pour Erdogan. Je ne suis pas turc, moi. J'ai de la sympathie pour Erdogan. On va m'empêcher de faire de la politique ou on va me dire ah ben non, toi tu es pro-Erdogan et je suis pro-Erdogan. Et alors, et où le problème? Et j'ai le droit d'être pro-Erdogan ou pro-Macron ou pro-Tartampion. C'est mes choix personnels. Moi je parle de ma situation ici, je parle de mon vécu ici. Est-ce qu'on peut apporter des solutions dans ce pays? Et si moi, quand on entend M. Fillon, pendant les élections, pendant la campagne électorale, dire il faut qu'on soutienne nos frères chrétiens d'Orient. Pourquoi M. Erdogan n'aurait pas le droit de dire nous soutenons nos frères musulmans d'Occident? Et il est où le problème? On n'a pas fait un procès à M. Fillon en disant comment vous osez parler des chrétiens. Il y a même un maire, comment on appelle, dans l'Isère, pas loin de chez nous, Charles Le Chavagneux, qui a dit moi j'accepte les réfugiés syriens, seulement les chrétiens. On ne lui a pas fait un procès. Pourquoi? Donc M. Erdogan n'est pas en train de dire ça. Il n'est pas en train de dire moi je veux machin. Donc on cherche à couper des cheveux en quatre. On cherche à nous isoler, à ne pas avoir, nous, de soutien. C'est parce que c'est une façon de nous isoler, de nous rendre faibles. Moi, si aujourd'hui le Maroc ou l'Algérie ou je ne sais qui décide de nous aider ici à défendre le droit, à faire en sorte que la France, elle soit encore meilleure en termes de respect des droits, de l'égalité de traitement, eh bien, il est où le problème? D'ailleurs, ça se fait. La France utilise les pays d'origine pour arriver à essayer de manager l'islam de France. Donc, elle vient donner des leçons lorsque ce sont des citoyens qui ont des affinités avec l'islam. Donc, moi, je dis, c'est un faux procès. Il ne faut pas que les gens se laissent influencer par ces attaques basses. Il faut continuer, il faut se lever, il faut garder la tête haute. Il faut être sûr de soi et il faut avancer, Inch'Allah, sur ce chemin-là de la conquête du pouvoir. Parce qu'il n'y a qu'en ayant du pouvoir qu'on peut changer les choses. Parce que la politique, c'est un rapport de force. Il faut qu'on arrive à renverser ce rapport de force pour qu'on soit entendu, pour que le droit soit respecté. Et c'est ça la solution. Le reste, c'est pas vrai. Alors bien sûr, il y a l'économique. Pourquoi la Turquie, elle dérange, vous croyez? Si c'était un petit pays du tiers-monde, un pays africain comme le Burkina Faso ou je ne sais quoi, on n'en ferait pas tant de pataquès. Pourquoi M. Sarkozy s'est opposé à son entrée en Europe? Parce que c'est une force économique. Parce qu'on ne veut pas que les gens, autres que les Européens, se développent, aient une économie florissante, qui puissent demain accéder au pouvoir et avoir leur mot à dire. Exactement. Abdelaziz, moi j'avais 2 questions. Tout d'abord, par rapport à ta personnalité, dans mon esprit et quand je vois le paysage social et d'activistes en France, lorsque j'entends le nom Abdelaziz Chambi, pour moi c'est l'une des images fortes du militantisme, de l'activisme de tout âge en France. Et voilà, j'aimerais juste que tu
tu ouvres un peu ton cœur aux téléspectateurs et que tu te présentes humainement parlant. Parce que là, on a vu tout ton côté guerrier, combatif, militant de tous les jours. Et j'admire ton engagement. Une seconde chose, concernant le paysage social en France, tu sais que nous avons énormément de structures associatives qui sont issues des différentes vagues migratoires de différentes générations, que ce soit, comme tu l'as dit, les amis tunisiens, les amis marocains, turcs, algériens, etc. Et il y a énormément de structures associatives qui ont pignon sur rue, qui ont d'innombrables structures, des locaux, des mosquées, des associations qui font leur travail, qui n'est pas négligeable, hein, qui est vraiment un réel besoin aussi, mais qui sont très discrets ou qui ne se prononcent pas, ou qui sont même effacés, je dirais, par rapport à cette réalité, par rapport à la réelle politique, par rapport à toutes ces discriminations. C'est-à-dire, je ne les entends pas. Et est-ce que tu auras un message particulier par rapport à ces structures? Est-ce que nous n'avons pas, comment dire, une frange de cette population qui reste sur des acquis? Je dirais même pas que c'est vraiment des acquis, parce que voilà, ils doivent travailler 10 fois plus pour pouvoir avoir ce qu'ils méritent déjà, leurs droits, mais qui ne prennent pas à ce combat qui est normalement pour eux, pour nous, pour tous, pour pouvoir mieux vivre notre citoyenneté ici en France. C'est vrai. Donc, peut-être commencer par la petite parenthèse personnelle. Je suis quelqu'un qui a une sensibilité, je suis très sensible. Je suis quelqu'un d'émotif. Hein. Il m'est arrivé de pleurer des fois en regardant des reportages télévision sur la misère dans le monde, etc. Je suis très sensible. Les gens voient cette façade-là. Et en général... Mais je pense que c'est cette fibre qui nous manque surtout, à tout un chacun. Comment ? Je pense que c'est surtout cette fibre qui manque à tout un chacun. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc moi, je suis quelqu'un qui a ses défauts, qui a ses qualités, mais c'est vrai que je garde cet esprit combatif, cette dynamique militante, parce que je n'ai pas envie que d'autres se découragent. Moi, j'arrive à 60 ans, j'ai 60 ans, et les gens vont dire, ah oui, mais attends, mais etc., oui, mais j'ai passé là, je vais prendre... Il n'y a pas de retraite, voilà, tant qu'il y a de la vie, dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si la fin du monde elle arrive, il a dit, même si tu as une plante à planter, tu la plantes. Et la fin du monde elle arrive, c'est pas un problème, tu plantes, tu mets ta plante dans la terre, même si, voilà. Donc pour nous, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de fin, il faut rester toujours combatif pour pouvoir justement défendre les valeurs et servir un peu d'exemple aux plus jeunes, parce que, voilà, malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont démissionné, qui ne se battent plus, qui ne s'engagent plus. On est dans une société de consommation, on est une société qui dissuade les gens justement d'aller confronter l'injustice, parce que c'est difficile aujourd'hui de se battre contre l'injustice. Aujourd'hui, ça peut vous coûter votre emploi. Moi, j'ai perdu mon travail 5 fois. Moi, je ne peux plus travailler professionnellement sur la région lyonnaise. J'ai 3 diplômes universitaires et pourtant, je ne peux pas travailler parce que je suis grillé. Voilà, on m'a mis une croix rouge sur le dos, c'est fini. Donc, mais je dis, malgré ça, il faut continuer à se battre. Parce que si je ne me bats pas, demain, plus personne n'osera parler. Pour revenir justement sur les associations, les structures, etc., en général, par exemple, je donne l'exemple. Nous, CRI, on fait un travail d'intérêt public. On fait un travail reconnu d'intérêt social, etc. On a même habilité à délivrer des reçus fiscaux pour les gens qui nous donnent des dons, etc. Pour que ce soit déduit d'impôts. Mais on n'a pas de subvention. Lorsqu'on a demandé une subvention, on nous a dit oui, mais l'islam. Je dis, mais on n'a rien avec l'islam, nous, on n'est pas une association religieuse. On est une association laïque, on n'a rien de religieux. Mais on n'a pas de reçu de subvention. Par contre, si on avait voulu recevoir des subventions, on aurait pu aller fricoter avec tel maire ou tel conseiller régional, etc. Donc les structures habituelles qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui ont des structures, elles sont tenues à la laisse, elles sont tenues par une laisse, c'est-à-dire elles sont tenues par des subventions qui sont accordées par la commune, par la région, par le département ou par le consulat. Parce que souvent, l'islam de France, par exemple, est géré à 90% pratiquement, enfin par les instances extérieures. Regardez aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé à Clichy. C'est une honte. C'est des citoyens qui ont eu la promesse du maire qui allait faire une mosquée en centre-ville. Et une fois qu'il a été élu, eh ben, il a retourné le dos. Il est venu même les insulter. Il est venu avec une centaine de gens, dont des fascistes tout à fait, oui. de première catégorie, venir les bousculer pendant un moment de spiritualité, un moment d'adoration.
Donc ça, moi je leur dis aux gens de Clichy, je leur fais un message à travers vous, engagez-vous politiquement. La prochaine fois, la mairie, c'est vous qui la prenez. Inch'Allah. Vous vous engagez politiquement. Constituez des listes, présentez-vous, et tous les gens qui sont venus, qui sont solidaires, même des Français, des gens qui sont athées, qui voteront pour vous parce qu'ils ont compris qu'il y avait une injustice. Et l'injustice, aujourd'hui, on doit prendre nos responsabilités pour lutter contre. Donc moi je dis, j'ai vu d'ailleurs les structures associatives, elles n'osent pas parler, elles ont peur. Quand il y a eu l'enlèvement des enfants de Sakni, là, les 5 enfants qui ont été enlevés à leurs parents, soi-disant qui étaient de culture radicale, il y a un bébé de 3 mois qui a été enlevé au sein de sa mère. Eh bien, j'ai informé toutes les structures musulmanes, toutes les personnalités musulmanes que je connais, je les ai informées. Il n'y en a aucune qui a parlé, qui a osé dire un mot. Pourquoi? Parce que défendre quelqu'un qui est soi-disant salafiste, etc., c'était pas bien vu, c'était après les attentats, donc il fallait raser les murs, Eh ben non! Si on ne défend pas les gens qui sont victimes d'injustice, demain c'est nous qui subirons les injustices. Et moi je leur dis à ces gens-là, ces responsables d'associations, responsables de mosquées, personnalités musulmanes, à force de vous cacher comme ça, vous allez disparaître, vous allez être 6 pieds sous terre, et le jour où on vous frappera, il n'y aura personne pour vous défendre. Parce que si aujourd'hui vous ne défendez pas les musulmans qui sont victimes, et pas que les musulmans d'ailleurs, il faut défendre toutes les victimes d'injustice. Ça fait même Jean-Paul Martin, qui n'est pas musulman, qui est mon voisin, qui a subi une injustice, et même je me dois de le défendre. Parce que c'est mes principes, parce que c'est le droit, et c'est même des principes universels qu'on doit défendre au-delà de nos principes musulmans. Donc moi je dis à ces gens-là, à continuer à ne pas vous exprimer, à vous cacher, à avoir peur. Demain, on vous frappera, il n'y aura personne pour vous défendre. Et le fascisme, le populisme, on l'a vu dans l'histoire, comment il est arrivé, et comment il s'est toujours pris à une catégorie de la population. Donc aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont sur la sellette. Donc il faut qu'ils se réveillent, ces gens-là. C'est important. Exactement. Je te remercie Abdelaziz pour cette intervention. Ça nous a fait énormément plaisir de partager avec toi ton point de vue, ton vécu, ton histoire et ton combat essentiellement. Je vous remercie aussi. Monsieur Chambi, c'est à refaire. Hein, donc malheureusement nous avions qu'une demi-heure, 40 minutes et puis là on les a fait. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à dire, à redire. Surtout vers 2020, parce qu'en fait l'objectif de notre émission c'est quand même de préparer les gens dans les esprits vers 2020, là où il y aura les élections municipaux. Donc on te remercie pour ce soir et puis à refaire cette émission. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bon courage, nous sommes de tout cœur avec vous, même si d'autres médias ne vous laissent pas vous défendre, donc que ce soit les presses écrites ou les médias audiovisuels. Donc nous sommes toujours ouverts, donc si vous avez besoin de dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous recontacter. Un petit dernier mot à dire. Je vous en prie. Je souhaiterais nous aider parce que aller à la cour d'appel à Grenoble, ça coûte de l'argent. C'est un procès qui me coûte de l'argent. Et j'aimerais bien que les gens puissent apporter une solidarité à la mesure de leurs moyens sur le site du CRI, www.crifrance.com. Il y a une cagnotte pour collecter et une pétition pour apporter des signatures. Bien sûr, l'appel est lancé, donc nous relayerons l'info aussi sur France Média TV et France Média Info. Donc n'hésitez pas à soutenir le combat du CRI, le combat de Abdelaziz, le combat contre les injustices, donc qui peut nous concerner tous et tout un chacun. Merci à vous. Merci en tout cas, merci infiniment. Merci Abdelaziz. À très bientôt, Monsieur Chambi. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une agréable soirée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Vers 2020. À bientôt, bonne soirée. À lundi, au revoir.